le DSI du Conseil supérieur du notariat, Nicolas Tissot, qui nous présentera le projet blockchain qu'il porte et qui est particulièrement intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à la blockchain parce qu'il y a ce terme anglo-saxon de notaire qui ne correspond pas du tout à l'activité d'un notaire de droit français. Et puis aussi parce que les notaires sont les champions de la dématérialisation de l'archivage depuis des années. Voilà. Merci Perrine. Je vais être très courte parce que, bon, techniquement, j'ai rien à apporter. C'est seulement que j'ai réussi, dans ma vie, à croiser un certain nombre de technologies émergentes, qui d'ailleurs sont plus émergentes, elles sont carrément installées, du genre Internet, etc. Et je me suis aperçue d'un certain nombre de questions qui sont transversales et qui, à mon avis, à chaque fois oublient d'être posées dès le départ de cette émergence technologique. Alors, voilà, je voudrais d'abord dire que je parlerai au nom de deux titres que j'affectionne particulièrement parce qu'ils n'ont rien d'universitaire. J'ai lancé il y a à peu près 18 ans Creative Commons en France. Je pense que tout le monde connaît cette initiative, une initiative privée, non-profit, je précise, et qui a maintenu un certain nombre quand même d'exigences sur l'open, qui a parcouru un peu tout le développement à la fois de la décentralisation, puisqu'on en parle. Et là, comme vous le savez ou vous ne savez peut-être pas, les œuvres qui sont licenciées sous licence Creative Commons, c'est très important. On a eu un débat au départ sur la centralisation et la décentralisation, et Lessig a dit il n'est pas question de faire une banque de données. Et ça, c'était très intéressant, les gens n'ont pas très bien compris, et je pense qu'il avait raison. C'est resté entièrement distribué. Les œuvres, elles ont seulement code, bref, elles peuvent être interrogées à partir des moteurs de recherche, mais elles ne sont pas centralisées, c'est-à-dire personne ne peut aller dire je vais chercher la tour Eiffel, éclairée le soir, une photo de la tour Eiffel, sur une base de données. Ça n'existe pas, cette base de données n'existe pas. Mais c'est un choix aussi, ce sont des choix, j'allais dire, politiques. Et c'est un petit peu de ça dont je vais parler pendant 5 minutes. Donc, première question, Creative Commons. Deuxième titre qui me satisfait aussi, c'est l'éthique. L'éthique, bon, on en parle beaucoup, mais enfin, il y a quand même une éthique. Il y a une éthique qui existe de plus en plus. Alors, est-ce qu'elle est venue, comment dirais-je, un petit peu compenser l'absence de droit clair ou l'absence de possibilité d'appliquer le droit, j'en sais rien. En tout cas, l'éthique, elle se développe, y compris du côté du public, mais aussi du côté du privé. Et bon, le problème de l'éthique, c'est toujours, mais au fond, qui est légitime à parler d'éthique? C'est toujours une question de légitimité. On tourne autour de ça. Et y compris le blockchain, c'est une technologie qui, à mon avis, est vide tant qu'on ne sait pas qui a décidé derrière, comme dirait Lewis Carroll, qui décide, qui décide de faire du blockchain, qui décide et suivant quelle modalité organisationnelle, managériale, etc. Ça, ce sont des vraies questions pour moi, au-delà de la technique, parce que la technique, bon, ça s'arrange toujours, ou ça s'arrange pas, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai vu un petit papier là. Est-ce que mon projet va changer le système? Voilà la question qui est posée sur un post-it. Et je trouve que c'est bien la question. Là, est-ce qu'un projet change le système? Et on peut tous avoir des réponses très très différentes sur cette question du changement par un système technique. Alors, je vais à la fois concernant l'éthique et l'open et le libre, juste essayer de voir 2-3 idées. Alors, premièrement, chez Jean, depuis ce matin, il y a une question de authentification, certification, preuve. Ça, c'est un bloc, on va dire, presque sémantique de la blockchain, justement. Donc, tout le monde est d'accord là-dessus, sur ces qualités extraordinaires de la blockchain. Bon, moi j'ai vécu le EDI, je ne sais pas si vous avez connu, l'Electronic Data Interchange. Dans le milieu juridique, entre les avocats, les tribunaux, etc., on a mis, je crois, à l'ADI, j'ai mis à près de 20 ans pour l'installer, mais enfin c'était une vraie question aussi très intéressante. En fait, on se repose cette question de l'authentification, de l'accès aux données, etc. Et puis, je crois qu'il y a une deuxième
partie sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est la notion d'architecture distribuée. Alors, cette architecture distribuée, tu as bien fait de distinguer décentralisation et distribution, parce que c'est effectivement pas du tout la même chose, pas seulement en termes physiques, mais bon, l'État n'est pas distribué. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette idée? En revanche, la grande folie de l'État, depuis très longtemps, ça a été d'imposer la décentralisation. On connaît les lois de décentralisation du début des années 2000, etc. Donc c'est une intention générale de l'État de décentraliser. En tout cas, c'est surtout pas de distribuer. Et là, c'est quand même extrêmement intéressant, parce que j'ai entendu 2-3 petites choses ce matin, et qui m'ont un petit peu étonnée, parce que quand on connaît l'extrême centralisation en France, avec des vœux de décentralisation, mais surtout pas de distribution, je me demande jusqu'à quel point, effectivement, les qualités de la blockchain, qui permet cette architecture, d'une architecture complètement distribuée, elle va être vraiment, comment dirais-je, optimisée. Et la question a été posée, est-ce qu'on a besoin, si on n'a pas avant posé la question de qui a le droit de rentrer et est-ce que ça doit être certifié, quelqu'un qui dit voilà j'ai telle compétence, etc. On connaît toutes les questions d'usurpation d'identité actuellement. Je veux dire, on dit un avantage, il faut aussi tout de suite, je pense, penser l'inconvénient. Hein. Alors, donc, sur cette deuxième question de la distribution des architectures, qui remplit, qui authentifie, à mon avis, le problème, il n'est pas réglé. Alors, il y a toute une partie de la blockchain, moi je ne sais pas, il faudrait effectivement réfléchir, faire des grands états généraux, des multiples, comme il y en a eu de multiples, pour essayer de voir de quelle façon l'éducation nationale pourrait éventuellement donner une sorte de, comment dirais-je, d'initiative, de saisine aux différents acteurs, y compris les plus distribués, c'est-à-dire en fait les élèves, les professeurs, etc., leur donner la possibilité de rentrer dans une technologie et de l'utiliser pleinement et efficacement, alors que institutionnellement, on n'en est pas là. Alors, il faut aussi essayer de voir si, parallèlement à une technologie, on n'est pas en train de on peut se reposer la question de savoir comment on manage nos institutions, et est-ce qu'il n'y aurait pas déjà au moins à la marge quelque chose à faire pour essayer de poser cette question de la distribution du droit des élèves à parler de leurs compétences, alors que vous savez pertinemment que c'est carrément impossible dans le circuit, le circuit officiel et institutionnel de l'éducation nationale. Enfin, je veux dire, on peut effectivement poser cette question. Alors, moi je dirais une troisième idée. Bon, il est évident que, d'ailleurs, Primavera n'est pas là, mais elle va vous parler effectivement du projet VOC. Nous, à Creative Commons, et j'en reviens donc à Creative Commons, je vous l'ai dit, il n'a pas été prévu une banque de données centralisée de toutes les œuvres qui étaient licenciées, musique, etc. Bon, mais est-ce que ça a été une catastrophe? Alors, je peux vous dire qu'il y a eu très très peu de contentieux aussi. Donc cette société de la confiance par une grande distribution, qui n'est pas blockchain, mais elle a quand même pas mal réussi. Je peux vous dire, on suit tous les contentieux qui existent sur éventuellement la contrefaçon. C'est facile, c'est ouvert, on peut prendre n'importe quoi. Mais comme je le dis toujours, c'est pas parce qu'il y a un code pénal qu'il n'y a pas de voleur. On peut émettre des interdits et des infractions, et elles ne sont pas obligatoirement suivies. Alors, donc, concernant Creative Commons, donc œuvre complètement distribuée, interrogeable par les moteurs de recherche, pas de centralisation, ça marche à peu près. Mais maintenant, je pense que là, ce qui va vous intéresser assez rapidement, c'est aussi ce qu'on a vaguement évoqué, le droit de la propriété intellectuelle. Et ça, c'est quand même un énorme problème, un problème, tout au moins une question, par rapport à la nouvelle vague de ce qu'on appelle les ressources d'éducation libre. Je pense que pour l'instant, la question de savoir comment va se passer le passage, la transition, le transfert de la parole, quand même l'éducation a été fondée sur la parole. Alors, il y a eu
polycopiés qui ont été un peu entre les deux, on a bien vu ça en fac de droit, et puis les MOOC, et puis tous les outils, il n'y a pas que les MOOC, hein, tous les outils de ressources éducatives libres. Donc, alors, moi je crois que ça va être très intéressant de savoir, ou d'avoir une politique générale, parce que je crois qu'en France, il n'y a pas vraiment de politique générale. Vous pouvez, vous le savez pertinemment, on a des sortes de droits particuliers, enseignants-chercheurs, mais dans le cadre d'une politique publique, il nous semble quand même qu'on pourrait peut-être renoncer à certains de nos droits d'auteur, plutôt que de les opposer au service public et à l'intérêt général. Mais là aussi, c'est une question politique. C'est une question, il faudrait quand même, comme certaines universités, je vais dire américaines, ont un jour en Assemblée générale décidé qu'elles ne retenaient aucun droit de propriété intellectuelle sur leurs articles. C'était Harvard, ce n'était pas la moins chère, mais il y a aussi une volonté des enseignants et des enseignants-chercheurs de dire à un moment donné, mais nous, on veut bien donner, on veut bien, voilà. Alors à condition, et moi je suis très ferme là-dessus, si on est dans un monde ouvert, il faut des licences. Et là, retenez ça, parce que moi je trouve que des licences ouvertes, mais il faut attribuer aux gens leur travail. Et ça, c'est aussi une question de l'éducation, une question fortement éducative qui devrait aussi passer ou dans les MOOC ou dans les ressources éducatives libres, mais aussi dans l'enseignement en général. Une éducation, je veux dire, de technologie, Internet, ça me paraît être, et ça, je crois que ça n'existe pas encore. Dans l'enseignement, il n'y a pas de programme qui introduise à, quand vous êtes sur Internet, est-ce que vous avez l'idée que tout ce qui est sur Internet, c'est quelqu'un qui l'a fait? Demandez ça à des étudiants ou même à des lycéens. Non, c'est là, je prends. Alors justement, quand même, alors tout à fait, tout le monde utilise et réutilise des objets trouvés sur Internet sans forcément se poser la question des droits d'auteur, ça c'est fréquent. En revanche, il y a des programmes qui s'appellent des programmes de compétences numériques, le C2I qui est en train de devenir fixe, ouais. Et c'est ouvert à partir de l'âge de 12 ans et c'est en train d'être mis en place, mais ça fait déjà 15 ans qu'il existe comme ça une sensibilisation au droit d'auteur. Ouais. Mais comme le droit d'auteur est très complexe, ben ça n'est pas facile pour les gens de prendre l'habitude de se renseigner et effectivement de mentionner qui est le créateur original de l'œuvre. Parce que Creative Commons s'adresse à la fois aux créateurs d'œuvres originales sur Internet, mais aussi à tous les utilisateurs. C'est ça. Il y a les deux. Auteur, utilisateur. Donc je pense que cette sensibilisation, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je voudrais parler d'un dernier point, qui est le débat politique et éthique. On va dire éthique, ce sera moins heurtant, mais je pense qu'il y a un débat éthique. Là, à la pause, j'ai discuté avec un de nos collègues qui disait, bon, ben, c'est très bien de mettre les listes de reçus au bac, mais évidemment, il y a quand même des problèmes de vie privée. Enfin, je veux dire, je n'étais pas sûre d'avoir bien compris, mais si, c'est pas seulement... X a eu tel diplôme avec telle mention, etc. C'est X qui appartient, qui est avec son adresse, qui peut être une prison, par exemple, qui a passé le bac, etc. Donc, toutes les données qui actuellement sont accessibles, quelles qu'elles soient, vous ne pouvez pas éviter la question de la vie privée, de l'anonymat qui doit être obligatoire en matière notamment de jurisprudence, hein, on doit rendre toutes les décisions anonymes, etc. C'est-à-dire que l'identité, elle traverse en fait Internet. À la fois pour le meilleur et pour le pire. Certains veulent être cités, hein, l'irréputation, etc., vous connaissez ça, et d'autres veulent ne pas être cités, être anonymes, et notamment, c'est intéressant, la dernière version des licences Creative Commons, vous pouvez reprendre l'œuvre de quelqu'un, mais le droit qui a été posé, c'est que la personne qui accepte de donner son œuvre, elle peut aussi dire, écoutez, vous en faites ce que vous voulez, mais moi je ne veux pas qu'on m'attribue dans n'importe quelle œuvre, parce que vous ne pouvez pas être d'accord avec la façon dont on utilise votre œuvre. Donc vous dites, je veux bien le donner, mais je ne veux pas cautionner, même en mettant mon nom. Donc vous voyez que la question du nom, elle est quand même extrêmement complexe. On veut être cité, mais on peut aussi ne pas être cité. On veut, dans certains cas, rester anonyme. Il y a le droit à l'oubli, vous le connaissez, etc. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a toute une construction, à mon avis, qui doit faire partie aussi de la réflexion, aussi bien de l'open education que l'open education, ou l'éducation ouverte, que de la question des blockchains. Voilà, je voulais juste vous dire ça, et vous dire aussi que de plus en plus, y compris du côté des institutions, il y a des comités d'éthique
Il y en a un au CNRS qui a été créé et qui maintenant est de plus en plus sensibilisé par les questions du numérique. Et puis il y a la CERNA, la commission de réflexion qui regroupe à la fois il y a l'INRIA, le CEA, le CNRS, etc., qui s'occupe que de l'éthique du numérique. Alors je vous invite aussi, on essaie de réfléchir aux questions des robots, aux questions des algorithmes, etc. Enfin, vous avez suffisamment d'informations tous les jours. Mais il est intéressant d'avoir un débat éthique, parce qu'il y a plein de questions éthiques quand on cherche derrière ces questions. Voilà, je vous remercie. Merci Tania. Merci. Bien, bonjour à tous. Merci de m'accueillir ce matin. Alors le lien entre notariat et les problématiques de certification de diplôme ou d'éducation ne paraissent pas tout à fait naturels, mais vous allez voir que on a finalement les mêmes sujets du côté du notariat, ce que je vais m'attacher à vous montrer et vous dire là où on en est en matière de blockchain et ce que l'on s'apprête à faire. Je vais juste commencer par un bref rappel du rôle du notaire, puisque malheureusement les notaires ne font pas suffisamment de publicité, finalement on n'explique pas suffisamment ce qu'ils font quand vous passez les voir, que ce soit pour une vente, un achat ou une succession. Donc le notaire, il est délégataire de l'autorité publique et il authentifie les actes. Et ça veut dire quoi, authentifier les actes? Ça veut dire vérifier l'identité des parties, ça veut dire vérifier le consentement libre et éclairé, c'est apporter une date certaine et finalement, à la fin, quand il signe et qu'il appose son sceau, il confère au document une force probante et une force exécutoire. Donc on voit assez rapidement, quand on entend dire que la blockchain va remplacer les notaires, que vérifier le libre consentement sur une blockchain sur des blockchains qui sont pour la plupart publiques et donc où l'anonymat est la règle, on est quand même relativement loin de pouvoir remplacer le notaire avec une blockchain. Je ne sais pas si vous viendrez à l'idée demain de faire une mutation de votre bien immobilier sur une blockchain si vous en aviez la possibilité. Personnellement, je ne m'y risquerai pas. Donc le notaire, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'ensemble, c'est le juge de l'amiable par opposition à la justice classique dont l'État a gardé la maîtrise. En matière de numérique, alors là aussi ça peut paraître bizarre parce que l'image qu'on peut avoir parfois de son notaire est l'image classique d'Épinal avec les piles de papier et le stylo, dont on ne citera pas la marque, mais en fait le notariat en matière de dématérialisation a démarré très très tôt. Ça a commencé dans le début des années 2000 et aujourd'hui nos flux sont totalement dématérialisés avec la DGFiP quand il faut faire une téléréquisition pour connaître l'état hypothécaire d'un bien, quand il s'agit ensuite de faire une télépublication une fois que la vente a été réalisée. Ils sont aussi dématérialisés avec le ministère de la Justice. Vous savez qu'on doit vérifier le casier judiciaire, mais désormais dans le cadre des ventes, c'est la loi Allure, et avec le ministère de l'Intérieur pour tout ce qui relève de l'état civil. Donc pareil, de la même façon, plus nécessaire d'envoyer un courrier à la mairie pour obtenir un extrait d'acte de naissance concernant quand vous passez chez le notaire. Donc tout ça, c'est ce qui a permis progressivement de faire que tous les prérequis qui permettent d'arriver à un acte soient dématérialisés. Donc assez naturellement, et le notariat s'est mis à l'acte authentique électronique, puisque la loi de 2000 l'a permis et qu'un décret de 2005 est venu officialiser ce que pouvait être un acte authentique électronique. Il a fallu quelques années pour le développer. Depuis 2012, on est en train de le déployer. Aujourd'hui, on est à plus de 6,8 millions d'actes conservés dans ce minutier central et tous les jours, c'est en moyenne plus de 10 000 actes supplémentaires qui viennent l'incrémenter. Ce minutier central, il est détenu par la profession, c'est une obligation réglementaire, c'est ce que dit le décret. Donc chaque notaire ne conserve pas l'original électronique dans son étude, il est obligé de le déposer dans ce fameux minutier central qu'opère la profession. Et pour bâtir toute cette infrastructure finalement qui permette des échanges, qui permettent de la signature, on a assez rapidement mis en place une PKI, donc à la fois authentification, signature et chiffrement, on utilise peu le chiffrement. Et cette PKI nécessairement a été qualifiée au niveau EIDAS en fin d'année dernière, puisqu'on a cette obligation maintenant réglementaire pour faire de la signature qualifiée, que d'être qualifié EIDAS. Jusque-là tout va bien, on se dit que le notariat n'a pas forcément besoin de blockchain. Sauf que dans un monde totalement numérique, on a quand même quelques petites difficultés liées à la technique. La signature électronique aujourd'hui elle repose sur de la cryptographie asymétrique. Peut-être pas à tout le monde, mais vous savez que ce n'est qu'une question de temps, puisque les certificats sont publics, et donc là, il y a une part de la clé qui est publique, c'est qu'une question de temps, on peut recalculer la clé privée, et ça veut dire qu'au bout d'un moment, si on a retrouvé cette clé privée, on peut commencer à faire des faux qui ressemblent à des vrais. Et donc c'est pour ça que les certificats ont une durée de validité de 3 ans. Et il se trouve que le notaire, il doit délivrer une copie authentique de son acte quand il l'a signé. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait quand il doit délivrer cette copie authentique ?
il la rematérialise, parce que s'il délivrait cette copie authentique sous forme électronique, le certificat ayant une durée de validité maximum de 3 ans, au bout de quelques années, le client il aurait une copie authentique électronique dont la signature est officiellement périmée, et donc ça ne lui servirait pas à grand chose. Donc aujourd'hui, on rematérialise. Donc on a bien un original qu'on détient au niveau de la profession, dans ce fameux minutier central, inviolable. Alors j'ai bien entendu ce qui était dit sur le fait que quand on centralise beaucoup d'informations, effectivement ça crée un intérêt particulier. Et aujourd'hui, ce dispositif n'est absolument pas accessible depuis Internet. Il est totalement verrouillé. Mais on se rend compte qu'on pourrait émettre des copies authentiques qui seraient modifiables. C'est qu'une question de temps. Et puis quand les ordinateurs quantiques seront une réalité, et on s'en approche progressivement, on sait bien que casser des clés privées, ça sera malheureusement qu'une question de minutes et plus qu'une question d'années, comme ça pourrait être le cas aujourd'hui. On a une deuxième difficulté avec l'acte authentique électronique, c'est qu'en général, les banques nous demandent d'émettre une copie exécutoire. Et aujourd'hui, une copie exécutoire, dans la vraie vie, c'est un exemplaire papier unique. Il ne peut pas y avoir 2 copies exécutoires, il ne peut y en avoir qu'une. C'est le même principe qu'un chèque. Ensuite, la banque va pouvoir l'endosser et la transmettre à un huissier, et ainsi de suite. Donc on voit bien que c'est intéressant de faire de l'acte authentique électronique, mais on se heurte malgré tout à un moment ou à un autre à une rematérialisation. Donc quel est l'intérêt du coup pour le notariat de recourir à une blockchain? Et c'est là que vous voyez qu'on est tous en train de converger sur les mêmes sujets. À quoi peut servir une blockchain? Eh bien, enregistrer des empreintes de documents et puis à tracer l'origine de ce document, éventuellement le destinataire de ce document. Donc pour la copie authentique électronique, à partir du moment où si je peux enregistrer sur une blockchain l'empreinte de ce document et puis le notaire qui l'a délivré, je garantis au client que quand bien même la signature électronique serait arrivée à échéance, pour autant, il peut toujours vérifier et transmettre sa copie à tout tiers, et ce tiers pourra toujours vérifier qui l'a émise, cette copie authentique, et surtout, est-ce qu'elle est toujours intègre, ou est-ce qu'elle a été éventuellement modifiée. Donc même si la clé privée de signature venait être recalculée, impossible de faire un faux, sauf à ce que l'empreinte soit identique. Donc là, pour l'instant, on fait confiance aux algorithmes de hachage, SHA 256 ou 512. A priori, la cryptographie quantique n'a pas encore trouvé d'algorithme qui permettrait de casser facilement ce type de mécanisme, mais on est à l'abri de rien. Pour autant, ça sera de toute façon plus fiable qu'une signature électronique à partir du moment où les ordinateurs quantiques sont une réalité. Et pour les copies exécutoires, finalement, on peut faire la même chose, sauf qu'au lieu d'enregistrer l'empreinte du document et son émetteur, on va aussi enregistrer le destinataire du document. Donc le notaire A transmet à la banque B cette copie exécutoire. Donc ce qu'on retiendra, c'est uniquement l'empreinte de cette copie exécutoire. On ne résout à aucun moment la problématique de circulation du document lui-même et sa protection, on est bien d'accord. Le document n'est jamais dans la blockchain, ça ne sera qu'une empreinte. Donc c'est bien de la responsabilité de l'émetteur et du destinataire que de faire circuler ce document dans le respect du secret professionnel qui leur incombe, d'en assurer la protection, mais si jamais, effectivement, cette copie exécutoire était récupérée par un tiers, en aucun cas il ne pourrait l'utiliser, puisqu'on pourrait à tout moment vérifier qui est le détenteur légitime de cette copie exécutoire. Donc, clairement, pour nous, la blockchain est un dispositif qui est pertinent pour garantir l'intégrité dans le temps d'un document électronique, qui est aujourd'hui une de nos principales difficultés par rapport aux obligations réglementaires du notaire. Comment on entend la mettre en œuvre? On n'a pas l'intention de monter une blockchain qui soit purement notariale. Le principe de la blockchain, c'est la décentralisation, la distribution, c'est la répartition de la confiance. Donc si les notaires montaient une blockchain uniquement entre eux, je dirais assez rapidement, la critique serait facile, et on nous dirait vous êtes mignons les notaires, mais vous ne faites pas confiance si vous montez une blockchain entre vous, parce que c'est ça que veut dire monter une blockchain, je répartis la confiance, donc ça veut dire qu'entre nous on ne se ferait déjà pas super confiance, et puis si elle était vraiment détenue par la profession, on pourrait nous accuser à tout moment de pouvoir la modifier. Donc, dans un monde où la défiance est la règle vis-à-vis des tiers de confiance, on se dit que cette blockchain, il ne faudra pas qu'elle soit purement notariale. Donc on est plutôt dans l'idée de partir sur une blockchain de consortium qui associerait les professionnels concernés par les copies exécutoires, les banques et les huissiers. Et à partir de ce moment-là, on voit qu'il y a un intérêt à monter un système distribué par rapport à un système centralisé, libre à chacun d'organiser en interne qui a le droit d'endosser une copie exécutoire et donc de la transmettre. Ça passera par une identité numérique.
il est hors de question de travailler sur des blockchains où on ne maîtrise pas qui intervient dessus, mais ça sera bien la responsabilité de chacun des organismes que d'organiser en interne cette distribution des rôles et des droits. On a donc un POC, un Proof of Concept, c'est une maquette programmée au deuxième trimestre 2018. On est en ce moment dans la phase où on fait le tour des différentes startups, et on a vu Pix entre autres sur le sujet, pour identifier celles qui seraient les plus pertinentes pour faire ce POC. L'idée étant ensuite, une fois qu'on dispose d'un prototype, d'aller faire le tour justement des banques et des outils pour leur montrer l'intérêt que cela pourrait avoir, et savoir s'ils souhaitent se lancer dans l'aventure, sachant que de mon point de vue, le sujet il sera moins technologique qu'organisationnel, puisque les technos pour faire de la blockchain aujourd'hui, c'est pas ce qui manque, il reste plutôt des choix à faire. Par contre, en matière d'organisation, hormis les blockchains publiques où par principe il n'y a pas d'organisation, chacun fait ce qu'il veut, rentre, sort, et puis c'est bien le principe fondateur de ces blockchains. Sur les blockchains de consortium, tout est à faire. Quelle gouvernance on va mettre en place entre les différents membres? Est-ce qu'il faut monter une structure juridique ou pas, une association, que sais-je, pour officialiser la création de cette blockchain? Comment on rentre dedans, comment on sort, comment on se répartit les droits, puisqu'on ne va pas partir sur une blockchain où on fait de la preuve de travail, on va partir sur une blockchain classique privée de consortium, où c'est plutôt la détention de droits sur cette blockchain, d'ordinateurs qui peuvent enregistrer les transactions pour les réaliser. Comment va-t-on répartir les coûts? D'abord, qu'est-ce que ça coûtera? Ça, aujourd'hui, je suis incapable de le dire. C'est bien l'objectif du POC aussi, c'est de se faire une idée de ce que cela pourrait coûter et comment ça doit se répartir. Et puis, parce que je pense que c'est malgré tout le vrai sujet, c'est quoi, malgré tout, la pérennité de cette blockchain dans le temps? On sait que les technologies ont une fâcheuse tendance à évoluer très régulièrement. On change des systèmes d'exploitation très régulièrement. Demain, une blockchain, qu'est-ce qui nous garantit qu'on va savoir continuer à monter de version, entre guillemets, et à disposer d'un registre qui reste toujours fiable dans le temps, alors que peut-être les algorithmes eux-mêmes d'enregistrement des transactions vont changer au fur et à mesure. Donc tout ça sont des questions qu'il faudra se poser, mais même au-delà des sujets techniques, d'une manière générale, alors que le notaire a l'obligation de conserver pendant 75 ans les minutes de ses actes, comment on va pouvoir faire quand on va délivrer ces copies authentiques ou ces copies exécuteurs pour garantir que dans l'absolu, dans 75 ans, on pourra toujours accéder à ce registre, alors que la vie économique est telle qu'on n'aura peut-être plus, d'abord plus les notaires dans leur forme actuelle, peut-être plus les banques dans leur forme actuelle, et puis les huissiers n'en parlons pas. Donc, en conclusion, on a souhaité s'emparer du sujet, clairement pour couper court à la rumeur, qui disait « blockchain va remplacer les notaires », et puis avec ce que mentionnait Perrine, le terme notarisation, l'anglicisme notarisation, qui en gros sous-entend certifier, authentifier des documents, mais cet anglicisme, quand on le ramène en France, on se dit notarisation d'un document, c'est faire le boulot d'un notaire. Non, ça n'est pas possible. La blockchain publique pose un certain nombre de difficultés en matière d'anonymat et à notre sens ne résoudra jamais la problématique de mutation d'une manière ou d'une autre de biens ou de droits si on ne sait pas qui intervient. Donc on sent bien que d'une manière ou d'une autre, c'est un outil pour nous qui est complémentaire. On se permet de prendre un peu de recul, et ça c'est une opinion perso, mais on a eu l'occasion de la partager avec quelques acteurs au niveau de l'État. Ce serait peut-être pertinent qu'à un moment, l'État s'en préoccupe de la blockchain et mette en place une blockchain pour certifier les documents électroniques au sens large. Quand la DGFiP aujourd'hui nous sort des avis d'imposition qui sont tous devenus électroniques et qu'on se retrouve face à certains guichets ou certaines entités qui disent « Ah mais moi j'ai besoin de l'original papier », il faut quand même se poser quelques questions. Quand on réimprime, ça passe tout seul. Mais voilà, on sent bien que, et je pense que c'est aussi le sens des débats aujourd'hui, certifier des documents, ça suppose d'abord qu'ils soient électroniques au départ, et donc d'avoir d'une manière ou d'une autre dématérialisé toute la chaîne de départ, mais je pense qu'on y arrive de plus en plus. Et ensuite, il faut pouvoir prouver que le document que l'on a sorti, il est intègre dans le temps, la signature électronique, elle pose, elle a des limites, puis accessoirement, il faut quand même distribuer des systèmes de signature qui sont quand même relativement lourds, et on se dit que l'État qui mettrait en place une blockchain plutôt de consortium, en la répartissant avec des professions réglementées, pas que des professions réglementées, peut-être aussi un certain nombre d'entités publiques ou parapubliques, ça pourrait commencer à avoir du sens.
ça n'empêchera pas qu'il faudra monter et disposer d'identité numérique, mais ça je pense que Lionel Fournier en parlera juste après, c'est tout l'intérêt de cette matinée. Et puis d'une manière générale, ce que l'on constate, c'est qu'on ne peut pas se passer de tiers de confiance. Enfin, la blockchain, à l'origine, elle était faite pour effectivement s'en passer définitivement, plutôt se passer des tiers de confiance qui sont centralisés. Ok, mais on voit bien qu'en distribuant, de toute façon, il faut bien qu'il y ait quelques gardiens entre guillemets du temps, pour en tout cas qu'ils puissent garantir que les transactions, quelles qu'elles soient, qui sont enregistrées sur cette blockchain, elles ont un sens, on sait qui en était à l'origine, et donc peut-être que de tiers de confiance centralisé à pas de tiers de confiance du tout, il y a un intermédiaire qui est un ensemble de tiers de confiance. Je pense que c'est aussi dans ce sens-là qu'on travaille au sein du notariat, c'est progressivement se faire à l'idée que le tiers de confiance unique, il a atteint ses limites. Il ne faut pas partir non plus dans l'extrême inverse, qu'il n'y ait plus personne qui garantit rien du tout, mais qu'il faut peut-être répartir un petit peu plus cette confiance. Quand on parle de notaire en droit anglo-saxon, en fait, on ne parle que de personnes qui ont le droit de vous identifier. C'est-à-dire qu'une personne vient et puis le notaire, qui peut être un courtier en assurance, mais qui a pris sa carte de notaire, va juste dire « Ah oui, un tel, avec sa carte d'identité, m'a remis tel document et je mets un tampon ». En revanche, en droit civil continental, issu du droit romain, le notaire, c'est un peu l'avocat rendu obligatoire par le code civil pour des moments clés de l'existence. Donc en fait, il délivre le conseil juridique, ce qui n'est pas du tout le cas des notaires anglo-saxons. Que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, le notaire ne fait que certifier une information à un moment donné, une identité. Le notaire français, il donne du conseil, puis il garantit l'identité et aussi, c'est un officier public ministériel, donc il enregistre, justement, il y a un aspect de registre, mais qui est tenu par l'État. C'est le cadastre. Et là, la tenue du cadastre, en fait, c'est Primavera de Filippi qui m'avait alerté, qui m'a dit, si quelqu'un devait avoir peur de la blockchain, c'est pas tellement les notaires qui donnent du conseil juridique, c'est plutôt l'État qui assure l'enregistrement de documents, puisque c'est ce que fait la blockchain. Voilà, c'était intéressant d'avoir cette dimension. Merci beaucoup. Vous pouvez me rappeler quels seraient les autres acteurs concernés par ce consortium? Les banques et les huissiers. Banques et huissiers. Merci beaucoup, Nicolas Bissot. Et je travaille depuis 2 ans là, sur le dispositif France Connect. Et je vais vous parler d'identité numérique. Hein. On va essayer de faire le lien. À mon avis, ça va se faire naturellement parce que ça a déjà été aussi évoqué 2 fois, le lien entre la blockchain et puis l'identité numérique. Mais j'ai rien préparé sur le sujet blockchain. C'est vraiment, je suis là pour vous informer en fait de l'existence de France Connect, de vous dire comment ça marche, de vous dire où est-ce qu'on va avec France Connect. Voilà. Et ensuite, je vous laisserai faire le lien à travers, je sais pas, des échanges, des questions sur le lien donc, entre la blockchain et puis l'identité numérique. Bon, très rapidement, parce que je pense qu'il faut quand même qu'on aille très, très rapidement hein, sur la genèse de France Connect, c'est venu de ce constat qu'on souffre tous hein, de ces identifiants mots de passe et de ces... En fait, c'est un frein aux usages. Et puis, autre chose, c'est que si on regarde le côté administration, on est sans arrêt en tant que citoyen en train de transmettre des informations alors que l'État est censé quand même déjà les détenir. Alors la particularité de France Connect, c'est que c'est un dispositif d'identification, d'authentification proposé par l'État qui permet donc aux citoyens d'accéder à des services administratifs, sachant que pour faire la grande différence avec un dispositif de type Facebook, c'est que ces identités ont été vérifiées au préalable. Donc en fait, on s'appuie sur un ensemble d'identités qui ont été au préalable collectées et vérifiées. Alors ces fournisseurs d'identités, hein, dans notre jargon, c'est comme ça qu'on les appelle. Ce sont les 4 qui sont là, qui sont impôts.gouv, La Poste, Amélie et Mobile Connect et Moi. Donc l'idée, le principe, c'est de dire des identités, vous en avez déjà plein, on ne va pas vous en rajouter une énième, c'est que vous allez utiliser une identité qui vous sert déjà. Alors celle des impôts, elle vous sert pour aller télédéclarer vos impôts,
La Poste, il propose des services, donc il délivre aussi une identité en face à face via le facteur. Et puis Mobile Connect et moi, c'est à partir d'une pièce d'identité, vous avez un parcours d'une première fois qui vous permet de décliner une identité numérique sur la base de votre identité, carte d'identité. Oublions les fournisseurs de données, si on a le temps on en parlera, mais c'est pour vous dire aussi que France Connect c'est une plateforme et c'est également donc une plateforme au cœur d'un écosystème qui sont donc les usagers et les fournisseurs de services. Les fournisseurs de services, toujours dans notre jargon, c'est les service providers, hein, c'est ceux qui consomment, c'est les acteurs qui exposent des services et qui donc vont consommer ces identités. Je vais passer très rapidement. Pour vous dire l'objectif, l'ambition en fait, de France Connect, hein, c'est aujourd'hui on s'adresse que aux collectivités et aux administrations, mais l'idée c'est que cette fameuse identité permette à un utilisateur d'accéder à son quotidien d'internaute. Donc que ce soit dans sa vie d'étudiant, dans sa vie administrative, dans sa retraite, pour aller sur son self-care bancaire, dans un parcours santé, etc., etc., on utilise toujours cette même identité. Alors, on n'est pas encore sur ce 360 des usages, mais vous voyez, là où j'ai mis des petites vignettes, c'est que normalement, si j'avais le temps, je clique ici et j'accède en réel à des cas d'usage qui sont déjà disponibles via France Connect. Avant d'arriver là, pardon. Voilà, juste, je vous avais dit où est-ce qu'on en est à aujourd'hui. Hein, donc on a 300 service providers qui sont connectés, donc qui utilisent France Connect. Le service il est ouvert depuis juin 2016. Et aujourd'hui, il y a déjà 4 millions d'utilisateurs, 4 millions de Français, qui ont une expérience par France Connect, donc une connexion réussie sur l'un de ces services. Et donc, nos fournisseurs d'identité, j'y reviendrai tout à l'heure. Je remonte en arrière du coup, parce que pour bien comprendre ce dispositif d'identification et d'authentification, vous voyez, j'utilise les deux mots, c'est que nos fournisseurs d'identité, à un moment donné, ils ont collecté ces informations qui sont ces informations, ce qu'on appelle l'identité pivot, et qui caractérisent de manière unique un individu. Ensuite, on a d'autres données qui sont des données de contact et qui enrichissent l'offre, mais il est essentiel, là, aujourd'hui, de détenir ces informations, encore une fois, pour caractériser une personne de manière unique. Et à chaque connexion de la personne, cet ensemble de données sont disponibles aux fournisseurs de services. Alors, avant de faire le lien avec... où est-ce qu'on va avec ce produit France Connect? Parce que vous voyez bien qu'on a démarré en 2016 avec un pilote, et puis ensuite on a donc étoffé cet écosystème avec des nouveaux fournisseurs d'identité, avec donc un panel de cas d'usage qui s'enrichit de semaine en semaine. L'idée, c'est premier objectif, c'est de s'ouvrir au privé. Aujourd'hui, on est un petit peu coincé sur ce monde public, et on est pour parler avec les banques, avec les assureurs, avec les jeux en ligne, voilà, des tas d'acteurs du secteur privé qui sont intéressés parce que tout le monde, en fait, aujourd'hui, souhaite exposer ses services, et pour mieux servir l'utilisateur, il faut être certain de son identité, et ça permet d'offrir des services plus personnalisés et plus sensibles également. Donc l'idée, c'est bien de couvrir tous les Français, de couvrir déjà toutes les démarches du secteur public, également d'étoffer l'offre des fournisseurs d'identité. Vous imaginez bien que c'est un peu la base de notre dispositif, hein. Il faut qu'il soit robuste, il faut qu'ils offrent des identités qui soient accessibles de manière très fluide. On voit bien qu'aujourd'hui, la Poste, si je prends l'exemple de la Poste, il faut prendre rendez-vous avec son facteur, le facteur vient chez vous, voilà. On n'imagine pas, par exemple, un jeune de 20 ans prendre rendez-vous avec son facteur pour samedi matin. Donc, on a ce souci d'avoir des fournisseurs d'identité qui proposent des identités à tous les Français, sans exclure il ne faut pas qu'il y ait des parcours trop geeks, par exemple, il ne faut pas que ce soit trop cher, etc., etc.
Un des objectifs également, c'est de s'inscrire dans le règlement IDAS. À partir de septembre 2018, une identité française pourra servir pour accéder à un service de la mairie de Bruxelles, par exemple. Ou un étudiant espagnol qui vient faire ses études en France, il pourra utiliser son identité espagnole pour accéder au service français. Ce n'est pas de la science-fiction, hein. Les nœuds européens sont déjà montés, on est en phase de test, et ça ouvre en septembre 2018. Encore faut-il que l'ensemble des pays de la communauté européenne déposent des schémas d'identification. La France n'est pas en avance, hein. On déposera des schémas d'identification France Connect d'ici la fin de l'année, mais ça prendra un certain temps pour être reconnu par les pairs européens. D'où la transition avec ce schéma qui peut paraître un peu... L'objectif, c'est d'être le plus loin possible pour couvrir tous les Français, et également de permettre ces fameux niveaux de sécurité qui sont régis en fait par le règlement IDAS. Niveau 1, vous connaissez, c'est un identifiant mot de passe. Niveau 2, vous le connaissez aussi. Quand vous faites un achat sur Internet, on va vous demander de confirmer par l'OTP parce qu'on vous aura identifié en préalable et on aura identifié votre numéro de votre téléphone. Et puis le niveau 3, c'est le Graal, c'est avec une remise en face à face d'un certificat, etc. Donc là, aujourd'hui, c'est la projection pour que soit les fournisseurs d'identité existants, soit des nouveaux fournisseurs d'identité dont je n'aurai pas le temps de vous en parler, arrivent sur le marché. À l'ICEM, c'est quand même l'identité du passeport, donc c'est la déclinaison du passeport qui est aujourd'hui biométrique sur un support numérique. Donc voilà, 2018-2019 verront donc l'arrivée de ces deux niveaux d'authentification qui vont permettre de rendre l'identité numérique, comment on peut dire, pas plus sexy, mais qui va ouvrir en fait des nouveaux champs, notamment aux banques, peut-être aux notaires, peut-être aux huissiers. Voilà, toutes ces professions réglementées qui souhaiteraient s'appuyer sur des identités solides. On peut imaginer qu'elles soient intéressées. Je passe aussi sur l'acceptabilité par les utilisateurs, c'est quelque chose qui est très important. Si on voit nos voisins européens, ils ont beaucoup investi sur des identités numériques, ça arrive vite à des dizaines de millions d'euros. Et le sujet, c'est bien que les citoyens acceptent ces identités, c'est-à-dire qu'ils s'en servent. Lorsque l'État investit, c'est pas pour que ça fasse un flop en termes d'acceptabilité et en termes d'usage par les Français. Je ne vais pas avoir le temps de parler des API, mais juste sachez qu'on travaille avec le ministère de l'Éducation nationale aussi pour aller à travers un système d'API. Parce qu'en fait, quand vous pouvez vous reposer sur une identité, sur l'identité de la personne, vous pouvez déclencher les API qui se baladent avec le jeton de cette fameuse identité et d'aller de manière univoque chercher l'information qui caractérise cette personne et avec son consentement. Je prends un exemple, la donnée revenu fiscal, c'est une information qui vous est demandée sans arrêt lorsque vous allez inscrire votre enfant à la crèche, etc. etc. Aujourd'hui, donc la ville de Lyon permet, dans un parcours tout en ligne, d'inscrire son enfant et de calculer son quotient familial en allant, avec le consentement de l'utilisateur, bien sûr, chercher son revenu fiscal et uniquement la donnée revenu fiscal. Parce que j'ai entendu parler de beaucoup de documents, PDF, etc. Dans ce que la DINSIC souhaite mettre en place avec la plateforme numérique de l'État, il ne sera plus question de documents, c'est seulement des informations. Ça ne sert à rien d'aller chercher un document, d'abord parce que c'est pas, dans un document, il y a beaucoup trop de choses qui n'intéressent pas forcément la collectivité ou le service provider, et que d'aller chercher juste l'information comme quoi la personne, elle est majeure, elle est boursière, elle est étudiante, elle a eu son bac en telle année, ça suffit largement. Donc c'est dans la loi justement de la RGPD, c'est d'aller chercher uniquement l'information qui est utile pour la démarche, et non pas de s'encombrer de toute l'alias fiscale ou de tout le diplôme. Alors, je ne sais pas trop comment terminer ma présentation, parce que je sais qu'il y a ce fameux lien entre la blockchain et l'identité. Nous, on est un système très ouvert, c'est-à-dire qu'on a
un site internet qui expose nos ressources de manière à ce que France Connect, de manière à ce que les ressources techniques de France Connect soient utilisées par qui le souhaite. On a aujourd'hui 3 acteurs qui utilisent France Connect pour monter des POC blockchain. Malheureusement, je n'ai rien à montrer parce que c'est en cours, hein, c'est tout récent. Mais voilà, le premier message, c'est de vous dire que France Connect existe. Deuxièmement, c'est qu'il monte en charge aussi bien donc, en couverture des Français qu'au niveau d'authentification. Et donc le troisième message, c'est qu'il est disponible si vous souhaitez monter des expérimentations qui nécessitent de s'appuyer sur une identité de l'individu. Merci beaucoup. Je tenais absolument à vous avoir et je vous remercie parce qu'on a réussi à se contacter seulement tardivement la semaine dernière. France Connect, ça n'a pas été dit, mais c'est un peu l'alternative aux GAFAM. Et cette façon de se connecter avec Google, avec notre identité Google et notre identité Facebook, qui tendent en fait à remplacer l'identité souveraine donnée par les États. C'est à la fois, on peut toujours voir ça positivement comme un vecteur d'internationalisation, mais c'est quand même très très facile de se créer une identité chez les GAFAM. Donc ça pose vraiment question sur ces prérequis qui permettent de créer l'identité grâce à un état civil dans un état souverain, et ça entraîne quand même un grand risque aussi de se voir déposséder de notre identité. Donc la France prend des initiatives. Vous disiez qu'il y avait d'autres pays européens qui étaient, mais je pense que avec toute la difficulté d'être dans un projet aussi ambitieux, mais on n'est pas en retard. Et c'est vraiment intéressant de voir que peut-être demain, c'est ce qui permettra de nous identifier dans une blockchain, parce que l'État reste le premier tiers de confiance, en principe. Voilà. Merci. Juste une question, enfin je fais le lien avec Jean-Paul Romégas qui va venir nous rejoindre et qui va venir présenter l'identité numérique des étudiants avec le projet de passeport européen d'études.